Bienvenue au Palais de France à Istanbul, où nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui ces échanges organisés par l'Institut français de Turquie autour de Pascal Garbe, paysagiste, sur le thème du végétal dans la ville. Quel lieu plus approprié que ce Palais de France pour de tels échanges? Vous êtes ici en effet dans un lieu chargé d'histoire, mais aussi un lieu qui fait le trait d'union entre le passé et l'avenir, autour d'une relation riche et dense entre les peuples français et turcs et nos deux pays. Je suis donc très heureux aujourd'hui de vous accueillir ici, dans cet écrin architectural, végétal, culturel et artistique également. Je vous invite maintenant à me suivre. Cher Pascal Garbe, merci d'être avec nous et d'avoir répondu favorablement à l'invitation de l'Institut français de Turquie pour ce premier salon de la connaissance, un salon de la connaissance tourné vers le végétal, vers l'écologie, vers l'art urbain, puisque nous allons parler du végétal dans la ville. Et c'est un sujet que vous connaissez bien, vous êtes paysagiste, vous avez créé les jardins fruitiers de la Connexie en Moselle, tout près de Metz. Vous avez également présidé un certain nombre de festivals, tous les grands festivals mondiaux de jardins. Vous êtes écrivain aussi et vous nous avez ramené votre dernière création, votre dernière bible de toutes les plantes qui sont belles et comestibles. C'est un livre qui vient de sortir chez Ulmer et que vous pouvez consulter à la médiathèque de l'Institut français ici à Istanbul. Le végétal et la ville, c'est un sujet très vaste, n'est-ce pas Pascal? Oui, effectivement, Christian. Permettez-moi tout d'abord de remercier les autorités françaises à Istanbul et en Turquie, plus précisément son Excellence l'ambassadeur de France en Turquie, le consul général qui nous accueille aujourd'hui dans le magnifique Palais de France et bien évidemment l'Institut français d'Istanbul. Ce sujet est absolument fantastique et dans une ville tentaculaire comme Istanbul, c'est extrêmement intéressant de pouvoir parler du végétal dans la ville. Alors, je suis un petit peu frustré, Christian Schnell, de n'avoir que 40 minutes pour parler de ce sujet parce qu'on pourrait faire un cycle de conférences de presque une dizaine d'heures, tellement le sujet du végétal dans la ville est important. Alors, il faut juste savoir en fait que le végétal dans la ville commence globalement dès que l'homme s'est aggloméré donc dans des époques presque de préhistoire, si ce n'est pas tout à fait le cas. L'homme s'est un moment aggloméré, a vécu en tribu, en village, et le végétal a tout de suite pris le dessus. Alors le végétal, bien évidemment, pour se nourrir, parce que bien évidemment, si on faisait des cueillettes, si on allait ramasser des plantes pour se nourrir, rapidement, dans les villages, dans les châteaux forts, est apparu ce qu'on appelle communément les préaux. Alors ces préaux, en fait, on y cultivait globalement des plantes pour soigner, assez peu pour se nourrir, mais surtout pour soigner, parce qu'on n'avait pas encore les médicaments actuels, on avait juste quelques plantes. Et donc on retrouve, on va pouvoir les découvrir, on retrouve de très très belles gravures qui montrent ces jardins qui petit à petit ont pris de l'importance dans la vie des habitants de la planète entière, pour réellement développer le monde du végétal. Alors, on ne parlait pas de ville, bien évidemment, à l'époque. On parlait de châteaux, on parlait de petits villages, de régions. Mais
véritablement, c'est à ce moment que le végétal, dans la vie de l'homme, est apparu. Alors, le végétal est apparu parce qu'il y a eu plein de choses, parce qu'on a eu besoin de se soigner, parce qu'on a eu besoin de se nourrir, on a eu besoin de panser des plaies, etc. Il n'y avait pas véritablement cette dimension ornementale. On avait, et si on cite par exemple Charlemagne, dans son fameux Capitulare des Vilis, il fait une liste des plantes qu'il faut avoir dans tous les endroits où les hommes vivent. Et donc on retrouve énormément de plantes qui ont soit des vertus médicinales, qui ont soit des vertus curatives, etc. Et petit à petit… C'était les plantes utiles. C'était les plantes utiles et c'était ce dont on avait besoin. C'était vraiment ce dont on avait besoin. Et puis, plus l'histoire… Alors, pardonnez-moi de faire un raccourci historique si rapide parce que le futur et la vie actuelle est assez importante et on va l'aborder véritablement. Mais, et on montrera, on va essayer pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, véritablement de leur montrer quelques exemples de villes vertes, de villes jardins, etc. Mais tout simplement, on a eu ce végétal qui est arrivé. Et les architectes qui ont créé les villes, qui sont intervenus dans les villes, ont commencé véritablement à amener également le végétal. Donc en créant ces grandes avenues plantées qu'on va retrouver à travers le monde. En France, bien évidemment, c'est le baron Haussmann avec ses architectures haussmanniennes, mais également la largeur pour planter, la manière de faire, d'amener ce végétal, et puis la création de grands parcs. À travers la planète, au XVIIe, XVIIIe, XIXe, on a des grands parcs qui se créent. On a des grands parcs qui globalement viennent marquer l'urbanisme des villes. Et c'est pas, parce qu'on serait tenté de dire que globalement c'est typiquement européen. C'est un petit peu faux. Parce que par exemple, on a dès 1873 ce parc iconique de New York, Central Park, par Frederick Olmsted, qui crée, je dirais, une sorte de rectangle dans la ville. On va retrouver le même type de parc, par exemple, à San Francisco. Ce parc fantastique donc de San Francisco, qui souvent, des fois, quand on voit des photos aériennes, on confond les deux parcs. On va retrouver à Paris, par exemple, le Jardin des Tuileries, qui véritablement marque, végétalise la ville. Le Palais du Luxembourg avec les jardins du Luxembourg. À Londres, on va trouver Hyde Park, on va retrouver énormément de parcs. Et je suis certain également que sur Istanbul ou sur d'autres villes de Turquie, on a ces parcs plus ou moins grands. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et notamment sur les villes modernes, je pense notamment à Ankara, mais cette création et cette place du végétal est toujours aussi prégnante, voire encore plus prégnante aujourd'hui dans les villes. C'est une création qui continue. Alors, il y a une pression extrêmement importante qui, aujourd'hui, arrive dans les villes. C'est-à-dire qu'on se rend compte, et c'est un problème, et j'ai pu le voir, et on le verra peut-être un petit peu plus tard, j'ai pu le voir, moi, lors de mes balades à Istanbul, depuis hier, mon arrivée, le végétal est extrêmement important. Les gens ont besoin du végétal. Et donc, effectivement, dans les villes, soit dans les villes nouvelles, on va revenir un petit peu plus tard, mais aussi, dès qu'on a une pression, par exemple, industrielle qui a tendance un petit peu à s'amenuire. Je pense à Paris, les anciennes usines Citroën ont été réhabilitées en un fantastique poumon vert. Voilà, le parc Citroën qui a été donc réalisé par Gilles Clément, l'un de nos plus grands paysagistes, mais également par Alain Provost à la fin du XXe siècle. Et ça, c'est assez important. Et ce qui est assez intéressant de signaler, c'est qu'aujourd'hui, on sent un certain glissement. C'est-à-dire que globalement, on va retrouver l'urbanisme et l'industrie qui vont laisser la place au végétal. Un des exemples absolument fantastiques, c'est à New York, la fameuse High Line, qui est un parc récent et qui a été, qui est aujourd'hui une des plus belles promenades que l'on puisse trouver. La promenade plantée dans le 12e arrondissement à Paris, le parc de Bercy, mais également toutes les villes de France et également, je pense, toutes les villes de Turquie, dès qu'ils ont globalement un petit peu d'espace, peuvent
végétaliser ces éléments. Un autre parc, ce serait difficile de ne pas le citer, c'est le Millennium Park, par exemple, à Chicago. Et on en parlera peut-être plus tard aussi, un parc fantastique qui lui a été gagné sur la mer, c'est à Singapour, Garden by the Bay, qui est probablement le plus beau parc aujourd'hui qu'on peut trouver. Et Singapour qui est peut-être aujourd'hui une forme de ville-jardin. On est dans ce mythe mythe d'Éden en fait quelque part. Alors oui, en matière d'urbanisme, dès qu'on a globalement commencé à ramener le végétal, parce que l'homme a besoin du végétal, l'homme a besoin de verre. On ne peut pas vivre dans des immeubles où il n'y a plus du tout de végétaux. Et de plus en plus, dans l'urbanisme, on doit avoir ces plantes. Et il y a certains architectes novateurs, on va dire, qui ont voulu créer ces cités-jardins. Alors Singapour, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'ils sont passés, eux, du concept de ville-jardin à ville dans un jardin. Vous voyez que le concept, il est quand même déjà un peu plus abouti. Mais par exemple, on a, dès le XVIIIe siècle, Washington, par un architecte français, Cocorico quand même, on est ici à l'invitation dans le Palais de France et dans un jardin à la française. Dans un jardin français et à l'invitation de l'Institut français. C'est Pierre-Charles L'Enfant qui, en 1790, dessine le plan de Washington. Alors, qu'est-ce qu'a le plan de Washington? Le plan de Washington, il laisse la place à de très grands espaces vert, on va dire, même si j'aime pas beaucoup l'appellation d'espace vert parce que ça a tendance à être un petit peu mal connoté, ce fameux mall qui est fantastique, qui mène vers le Capitole et de nombreux parcs qui permettent à la fois d'être des parcs de proximité, d'être des parcs globalement où les gens peuvent se retrouver, peuvent se balader. On a tous ces images en tête du mall, soit à l'époque au 4 juillet lors de la fête nationale américaine ou lors des investitures des présidents des États-Unis, remplis de personnes. Et véritablement entre les différents mémoriaux, c'est fantastique. Donc déjà au XVIIIe siècle, on imagine les villes un petit peu nouvelles sur globalement beaucoup plus de végétaux, beaucoup plus de plantes. On élargit, contrairement à ce qu'on pouvait voir à Londres, à Paris ou dans d'autres espaces, on élargit en quelque sorte les avenues, les villes, pour faire des choses vraiment fantastiques. Alors moi j'aimerais aussi inviter les personnes qui nous regardent à pratiquement à prendre leur passeport et à aller dans une ville que j'adore. Je sais que ce que vous allez me dire, mais c'est Canberra. Canberra, donc en 1911, on crée la capitale de l'Australie et on fait une ville paysage, une ville où les allées sont énormes, double plantées, avec des jardins au milieu, une véritable mise en scène. Et ça, c'est voilà, ça devient quelque chose qui est encore aujourd'hui au niveau des paysagistes, au niveau des architectes, au niveau des urbanistes. C'est un modèle du genre. Canberra est vraiment une ville très... Il y a beaucoup de lieux de pouvoir qui sont entourés de jardins ou qui ont des jardins. On pense notamment au Luxembourg en France, mais là-bas à Canberra, c'est carrément le Parlement qui est au milieu de la végétation. Il est entouré de végétation et c'est un Parlement, le pouvoir qu'on met entouré, qu'on protège avec du végétal. Et qu'on met en scène, c'est-à-dire qu'on met en scène véritablement, comme ici par exemple au Palais de France, qui est l'ancienne ambassade, on mettait en scène, je dirais, le pouvoir, la vie à la française, l'art de vivre, le French art de vivre. Donc ça, c'était quand même très important. Et à Ankara, j'ai eu l'occasion de visiter l'ambassade, mais aussi de visiter, qui est une ville nouvelle, hein, si j'ai bien compris. On a mis en valeur en fait ces paysages et ce végétal. Donc, mais ça, c'est des créations ex nihilo. Alors, c'est un peu plus complexe si on revient un petit peu en arrière dans l'urbanisme des nouvelles, des villes plus anciennes, parce que c'est difficile de couper, de fermer, d'abattre des bâtiments historiques. Donc c'est pour ça que maintenant, on essaye globalement de retourner et de ramener un peu de végétaux dans la ville, parce que on s'aperçoit qu'on a besoin de plantes et on a besoin véritablement d'amener un peu de végétal dans la vie. Alors, il faut juste savoir aussi que ce manque de végétaux dans certaines villes avec une forte pression urbaine, et je vais parler par exemple de New York, qui est une ville, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais New York est une ville qui est tentaculaire, qui avec des systèmes d'allées, de rues qui sont petites et assez peu, somme toute, à part effectivement au Central Park, mais assez peu d'espaces verts. C'est-à-dire qu'on va trouver au bout de la presqu'île de Manhattan, on va trouver ce fameux Battery Park qui a été restauré aujourd'hui.
Mais globalement, on a besoin de végétaux et au niveau des grandes allées, que ce soit de la 5e avenue, des grandes rues ou même de Broadway, il y a pratiquement plus d'espace pour avoir du végétal. Et on a un mouvement dans les années 70, alors c'est globalement la suite du mouvement Peace and Love. On va avoir ce qu'on a appelé les Green Guerrilleros. Alors c'est un mot de combat, c'est-à-dire que certaines personnes imaginent qu'est-ce que c'est que ces Green Guerrilleros. Et le mouvement Green Guerrilleros qui apparaît au début des années 70, il apparaît pour la première fois à New York, c'est-à-dire que on a ces habitants qui prennent possession sur une sorte de révolution verte des végétaux. Ils prennent possession globalement du moindre petit espace, du pied d'un arbre, d'une bordure de trottoir, et là on va planter. On va faire des actions commando, on va faire des actions globalement de plantation, et on fait la révolution verte. On plante, on amène le végétal, on fait ça. Et ces Green Guerrilleros vont véritablement faire des émules partout dans le monde. Ça va commencer aux États-Unis. Alors, New York, Los Angeles, avec notamment Dan Eggs, qui est un grand Green Guerrilleros, qui est quelqu'un de très jeune. Et puis après, on va être également on va aller sur Tokyo, qui est une ville encore pire, parce que Tokyo, il y a ces grands parcs historiques, mais on en a très peu de place pour un moment planter. Et donc ces Green Guerrilleros vont faire des actions commando, plus ou moins. Alors il faut savoir que dans les années 80, c'est plus ou moins bien perçu. C'est-à-dire que les interventions des Green Guerrilleros, on les considère comme des tags. On retire, on nettoie, on retire, et parfois même on fait pire. C'est-à-dire qu'on remet de l'enrobé, on remet du pavé, on remet des graviers. Et donc bon, ça c'est... mais c'est une tendance aujourd'hui, le Green Guerrilleros, qui s'est peut-être un petit peu calmé, mais j'ai eu une expérience, et je sais que vous la connaissez également. J'ai eu une visite en Nouvelle-Zélande à Christchurch, où globalement, suite au tremblement de terre, la municipalité, le gouvernement néo-zélandais a demandé à toutes les personnes qui voulaient verdir la ville suite à cette ville qui avait été complètement détruite suite à ce tremblement de terre en 2011, de planter, de semer des graines comme autant de mémoire pour les habitants qui ont perdu la vie de cet événement tragique. Donc, c'est un mouvement qui existe encore, mais qui globalement a tendance un petit peu, je dirais, à être moins médiatisé, et même peut-être dans les petites villes. Et puis repris aussi par les politiques, on pense notamment à cet exemple de Tempelhof à Berlin, où les pistes d'aviation ont été remplacées par des jardins. On pense aussi à ces gares ou à ces voies de chemin de fer à Paris qui sont devenus des jardins populaires. Ici, je veux dire, la thématique de l'écologie urbaine, une thématique qui est née d'ailleurs à Metz, tout près de chez vous, ces thématiques d'écologie urbaine sont appropriées par à peu près tout le monde. Et ici aussi, on défend le moindre parc, le moindre arbre, on veut ce végétal. C'est devenu une volonté populaire et une volonté politique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de grands hommes. Alors, vous avez cité Jean-Marie Pelt, qui effectivement à Metz a été un des pionniers, en France a été un des pionniers de l'écologie urbaine. Il y en a plein à travers le monde et il y a eu plein d'interventions. C'est aujourd'hui devenu, et on le verra un petit peu plus tard dans notre propos, pratiquement un programme politique, sans être forcément rattaché au mouvement écologiste, mais un moment de protéger et de mieux vivre globalement l'homme. Pascal, ce besoin, cette envie de végétal, on la ressent ici aussi à Istanbul, dans cette mégapole. Oui, alors moi j'ai eu l'occasion de venir à Istanbul il y a une dizaine d'années et on sentait déjà cette pression urbaine qui est assez importante. Mais moi je trouve que la ville d'Istanbul s'en sort plutôt bien parce qu'on a pu voir, et j'étais très agréablement surpris, ce jeu entre ce que fait la municipalité, pas loin justement, j'ai pu remarquer que dans cette fameuse, pardonnez-moi, je ne connais pas tout le nom des rues, mais cette rue où est
voilà, où est l'Institut français, on a une volonté de planter et même à côté de l'Institut français, il y a un début d'aménagement qui va, je pense, être planté et qui va être terminé de d'ici peu. replanter, de regagner sur le béton et sur la salle. Et de ramener le végétal dans la ville. Moi, j'adore me balader dans les petites rues, de découvrir un petit peu. Et on voit que les habitants, autour d'un café, autour d'un restaurant, autour d'une maison, de planter en pot, parfois avec des moyens qui sont dérisoires. Et on trouve des plantes qui sont absolument fantastiques. On ressent la ville. Moi, l'une de mes plus belles balades que j'ai pu avoir dans le monde, c'est à Bangkok, où on se balade dans les rues et on voit globalement des plantes qui sont cultivées dans des pots en plastique, dans des boîtes de conserve. Mais on sent cette volonté de végétal, on sent cette volonté d'avoir des plantes. Et ici à Istanbul, on a ces grands parcs, comme celui dont nous trouvons ici. On a aussi les habitants qui, dès qu'ils le peuvent, se mettent à planter. Et la municipalité qui a pris, je pense, conscience, globalement, que le végétal était important et donc se réapproprie certains espaces qui avaient été laissés au béton, au pavé ou au gravier. Et dans les villes qui ont réalisé cet exploit de remettre le végétal et de se retransformer et de porter politiquement cette volonté volontaire, cette volonté populaire, cette envie populaire du végétal, vous pourriez nous citer quelques exemples? Oui, je pourrais citer plein d'exemples. Et là encore, on pourrait faire un cycle de conférences pour citer, parce qu'il y a énormément de villes qui ont travaillé globalement à travers l'Europe, à travers le monde sur l'aspect végétal. Et la première peut-être qui vient à l'idée de beaucoup de personnes, c'est Malmö. Alors Malmö, c'est une ville qui est peut-être pas très connue, c'est une ville suédoise qui se trouve pas très loin de Copenhague. Il suffit juste de prendre le pont et d'arriver sur cette très belle ville de Malmö. Et dans les années 80, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un ralentissement économique, il y a eu globalement un certain nombre de problèmes sur la ville et les habitants, la municipalité a décidé globalement d'effectuer un certain virage pour avoir une ville complètement verte et ça c'est assez intéressant. Alors on a des écoquartiers, on a à mon sens presque, même s'il y a eu par exemple Freiburg in Bresgau également qui a été dans les pionniers, mais on a les premiers quartiers, éco-quartiers, donc avec des habitats durables, réalisés en bois, qui se sont parfaitement intégrés. Et puis alors on connaît Malmö avec cette fameuse tour hélicoïdale qui est une tour verte, et puis des tas de petites interventions par des architectes, c'est-à-dire que le mouvement des paysagistes, le mouvement des architectes, les urbanistes, mais aussi les politiciens, ont un moment, se sont tous pris la main et ont tous travaillé de concert et ont essayé, et les habitants ont essayé globalement d'amener leur pierre à l'édifice. Et on trouve des écoquartiers qui sont absolument fantastiques, des tas de cafés. C'est un véritable bonheur de vivre à Malmö. Je crois même qu'en Suède, et la Suède est connue comme beaucoup de pays scandinaves sur la qualité de vie, Malmö est une ville où véritablement il fait bon vivre. Oui, et la relation avec la nature, c'est vrai que les Suédois ont réussi à préserver leur pays et leur environnement. Et la France là-dedans, j'allais dire, s'il fallait citer une ville française, j'enlève Metz qui est votre ville, j'enlève Paris aussi, quelle serait la ville que vous voudriez nous citer? Il y en a plein, il y en a une que j'aime particulièrement, c'est la ville de Nantes. C'est la ville de Nantes parce que Nantes est une ville qui a beaucoup, alors qui a une histoire de botanique très importante avec globalement des grands voyages, des grandes expéditions qui ont été faites. Et puis il y a eu politiquement des prises de conscience des élus et maintenant Nantes est devenue une ville absolument fantastique d'un point de vue végétal. Alors on cite souvent, et également en point de vue culturel, je sais que c'est aussi parmi vos compétences, on parle bien évidemment des machines de Nantes, mais globalement, on a eu des éléments qui étaient extrêmement importants, le jardin botanique, ces promenades vertes, et tous les ans, la ville de Nantes, à mon sens, je crois, sans me tromper, dépense beaucoup plus que la plupart des autres villes françaises pour le végétal. Et on attend ce fameux jardin qui va être réalisé, ce nouveau jardin extraordinaire qui va être
réalisé un petit peu en périphérie du centre urbain et du centre historique de Nantes et qui va être réalisé en collaboration avec les inventeurs des fameuses machines de Nantes et qui devrait créer quelque chose d'absolument remarquable. Nantes est vraiment une ville avec un très très beau jardin botanique, avec très belle collection, avec un dynamisme. Alors, je serais tenté de dire, et j'en profite pour faire un petit aparté, c'est aussi des questions d'hommes, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit également au niveau des techniciens. On évoquait tout à l'heure Jean-Marie Pelt, et à un moment, souvent dans les grandes villes, on a des actions entre les techniciens, les politiques, mais aussi les habitants. Et là, je pense qu'à Nantes, on a réussi à trouver l'alchimie magique qu'il peut avoir entre les habitants qui respectent et qui jouent le jeu à un moment. Je fais juste un petit aparté comme pour Lyon où le festival Les Lumières, si Lyon est devenu Ville Lumière, c'est qu'à un moment la grande fête des Lumières qui se déroule en fin d'année, tout simplement les habitants ont joué le jeu. Et là à Nantes c'est un petit peu pareil, les habitants se sont mis à fleurir. Je pense à l'intervention d'un ami qui s'appelle Evor, qui est un artiste, qui a fait à sa green guerilla à sa sauce, c'est-à-dire que de vieux bâtiments, de vieux terrasses, il a acheté des plantes, il les a plantées et aujourd'hui on a ce qu'on appelle la jungle intérieure et moi j'ai été bluffé quand j'y suis allé. Et on est aussi sur une ville avec un paysage extraordinaire, cet estuaire qui a créé un festival des estuaires où on a l'art contemporain qui dialogue avec la nature. Et on est aussi pas loin de tous ces châteaux de la Loire, de toute cette tradition française du jardin. Il y a un environnement autour de Nantes. Il y a un environnement, il y a une prise de conscience. Et puis maintenant ici il y a une compétition. C'est-à-dire que vous me dites quels sont les exemples qu'on peut avoir. On peut en citer plein, mais l'Union européenne a créé cette sorte de compétition, de grand prix des capitales vertes européennes. Donc à un moment, toutes les capitales, alors capitales ou villes importantes, se doivent d'avoir cette attitude verte et pas uniquement un label. Et parfois des villes qui avaient un passé industriel, des villes qui n'étaient pas connues pour leur attirance vers le végétal, vers le parc et les jardins, ont su rebondir et justement transformer des anciennes friches. Il y a des exemples très intéressants sur ce domaine. Alors il y a des exemples, moi je vais citer un exemple très intéressant, c'est celui de Milan. Milan qui était une ville à l'origine industrielle, qui a eu un déclin qui est extrêmement important et qui à un moment a su se réinventer, a su réinventer son urbanisme, a su réinventer sa manière de voir verte, son habitat, c'est-à-dire qu'il y a, même avec une forte pression, les architectes, et à Milan ça s'est fait sous l'impulsion de Renzo Piano, on s'est développé et on a trouvé, et aujourd'hui Milan devient, je dirais, une ville tournée vers le futur, avec ses architectures verticales vertes, c'est-à-dire qu'on se met à emmener le végétal beaucoup plus à la hauteur d'un arbre comme nous avons ici et autrement que sur des zones plates et cet urbanisme, alors que ça soit Milan qui est vraiment une capitale verte très très intéressante et a fait des petits parce que par exemple je pense qu'il y a 40 ou 50 ans on n'aurait jamais eu l'idée à Paris de faire le jardin atlantique au-dessus de la gare. Maintenant les architectes globalement pensent ramener le végétal dès qu'ils peuvent. Alors, il y a encore du travail à faire, hein. Tout l'horizon n'est quand même pas vert, hein. C'est-à-dire qu'on a encore les paysagistes et ma profession, on doit encore travailler de consort avec les architectes pour gagner. Il y a des endroits où ça se passe quand même, vous nous avez parlé très rapidement de Singapour, mais je pense que c'est nécessaire de revenir sur Singapour, parce que c'est le modèle mondial du développement du végétal dans la ville, ou plutôt de la ville dans le végétal, comme vous le disiez. Ah oui, alors Singapour c'est une ville très très particulière. Alors c'est une ville que j'ai eu l'occasion de très bien connaître parce que je travaille pour le Festival des Jardins de Singapour et je l'ai présidé depuis maintenant presque 15 ans. Et Singapour est passé du concept de ville-jardin. Vous parliez de Metz, Metz c'est la cité-jardin, mais Singapour, ils sont passés de ville-jardin à ville dans un jardin. Et ça, en fait, avec, et on va en reparler, avec une approche complètement novatrice. C'est-à-dire que globalement, on a eu des interventions. Alors ça, on doit ça au président Lee. C'est carrément le président qui a décrété
c'est-à-dire cette cause nationale qui était le végétal. Il faut qu'on coupe, c'est le Premier ministre. D'accord. Premier ministre. Donc vous nous aviez parlé tout à l'heure de Singapour. Je crois qu'il faut qu'on consacre plus que 30 secondes à Singapour parce que c'est aujourd'hui le modèle de la ville végétale à travers le monde. C'est quelque chose qu'il faut absolument découvrir et qu'il faut absolument étudier. Oui, alors c'est vrai que c'est dans mon propos, parfois je suis un petit peu confus, mais il y a tellement de choses à dire que voilà, on fait parfois des raccourcis. Alors Singapour, oui, effectivement, alors c'est une ville que j'ai l'occasion de très bien connaître pour y être allé depuis 30 ans, 40 ans même, à de très nombreuses reprises. J'ai eu l'occasion de travailler et de présider ce festival international des jardins de Singapour. Et le Premier ministre Lee a globalement insufflé à Singapour une vague verte. Et Singapour est passé à un moment du concept de ville-jardin, ville verte, qui est aujourd'hui peut-être une appellation un peu connotée et galvaudée, à ville dans un jardin. C'est-à-dire qu'il faut juste imaginer, on passe et on est un pays, Singapour c'est 4 millions et demi d'habitants, c'est globalement la taille de la Croatie, mais c'est au niveau de l'espace l'agglomération parisienne à peu près. Donc, Singapour... Et donc là, tout est parti de l'idée d'un homme. C'est oui. La vision d'un politique qui a mis ce défi du végétal comme une priorité. Tout à fait, et parce qu'il savait que ça allait devenir, la pression urbaine allait devenir importante, mais avec des opérations absolument fantastiques. Je pense à la journée de l'arbre qui pourrait être réalisée en France, qui pourrait être réalisée, je pense aussi à Istanbul et en Turquie. C'est qu'à un moment, il y a des jours dans l'année où tous les membres du gouvernement parcourent la ville et plantent des arbres. Alors Singapour est une ville-pays qui a des moyens et il y a eu des réalisations absolument faramineuses. Alors il y a eu l'homme politique, alors je pense aussi à un de mes grands amis qui est Kiat Tan, le docteur Kiat Tan, qui est un des conseillers spéciaux de la présidence de la République, mais également du gouvernement de Singapour, qui ont su insuffler, qui ont été chercher des collaborateurs un petit peu partout, qui ont été voir les meilleures réalisations, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, dans d'autres pays. Et donc on a créé des espaces. Singapour était connu dans le monde entier des amateurs de jardin par son jardin botanique. Qu'à cela tienne, son jardin historique. Le jardin historique, le jardin botanique qui est inscrit à l'UNESCO, comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on a créé de nouveaux jardins, comme ce fameux Garden by the Bay, qui est un jardin technologique, qui est un jardin... Et le président Lee a voulu ce jardin comme un jardin ouvert au public, ouvert gratuitement au public. C'est-à-dire que même si les deux grands dômes de fleurs et les deux grandes serres, dont une serre est consacrée à la végétation qu'on peut trouver en Europe, donc qui est une serre plutôt froide, on va trouver avec Singapour, globalement, on a ce jardin où tous les Singapouriens peuvent se promener, etc. Et d'ailleurs... C'est devenu l'image de Singapour. Aujourd'hui, quand on présente ou quand on montre une photo de Singapour, c'est ce jardin et ces réalisations complètement folles. Et aujourd'hui, on voit Singapour à travers ce jardin. Tout à fait. Et c'est l'image de Singapour. Et ces fameuses, je pense, on va montrer quelques images d'illustration. Les fameuses super trees, donc qui sont ces sortes de grandes tours végétalisées qui sont en fait le système de climatisation. Parce que c'est une ville aussi qui se veut écologiquement extrêmement responsable. Et à un moment, ces super trees servent par un mécanisme assez savant de récupérer l'énergie des eaux de pluie, puisqu'il y a des pluies extrêmement importantes à Singapour, des pluies orageuses, et donc on récupère globalement ces eaux et l'énergie pour climatiser. Donc il y a eu Garden by the Bay, il y a aussi le zoo qui est en train de complètement se réimaginer, et puis on a eu une réalisation récente au niveau de l'aéroport qu'on appelle le J-Wall, le joyau, où on retrouve des choses qu'on a pu voir un petit peu dans la ville de Singapour. C'est globalement, on récupère des vieux bétons pour en faire des sols, on essaye de tout recycler. Et véritablement, alors même la pression, on ne va pas enlever, parce qu'il y a des détracteurs qui vont dire que la pression, il y a à Singapour une certaine pression urbaine très importante. Mais il y a des efforts qui sont faits. Et il y a plein d'idées qui peuvent être aujourd'hui prises pour ramener le végétal dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Il y a ces marchés, et puis moi je me rappelle... Il y a le festival, on peut parler peut-être un petit instant du festival qui est aujourd'hui devenu
avec les grands festivals anglais, une référence mondiale. Oui, l'idée de créer ce festival, et qui est toujours pareil, qui est toujours dans l'idée de donner aux Singapouriens une image plus verte. Ce fameux festival des jardins qui s'est déroulé pendant quelques années dans Garden by the Bay, et qui maintenant va déménager dans l'artère piétonne, enfin pas piétonne, mais l'artère commerciale de Singapour, qui est Orchard Road. Un peu comme si ici, à Istiklal, on avait une dizaine de jardins éphémères qui étaient réalisés par les plus grands designers de jardins au monde. Du monde, tout à fait, ou sur les Champs-Élysées. Et à un moment, ils vont vraiment, le végétal va reprendre. Et à Singapour, on a beaucoup en plantation urbaine, peut-être plus qu'à Istanbul, mais Singapour est un mauvais exemple là-dedans parce que c'est vraiment la ville où il y a le plus de végétaux, probablement. Mais globalement, ce festival est devenu la référence, l'endroit où tous les paysagistes de la planète rêvent d'être invités un jour à faire un jardin ou d'aménager quelque chose. Mais c'est aussi, et je me permets de revenir un petit peu sur la Turquie, parce que vous avez eu aussi ici en Turquie de grands festivals, notamment autour de la tulipe, parce qu'on oublie, et nous, alors pardonnez-moi aussi, c'est que les jardiniers français, on oublie aussi que par exemple la Turquie c'est la patrie de la tulipe. On peut voir cette tulipe stylisée un peu partout en ville, mais aussi notamment sur les avions de la compagnie nationale. Et il y a eu des grands paysagistes turcs, il y en a encore aujourd'hui, mais ils œuvrent pour beaucoup en Angleterre, je crois. Voilà, il y a eu des grands jardiniers, des très grands jardiniers. Moi, je pense notamment à mon ami Fergus Garrett, donc, qui travaille avec Dexter, mais il y a plein de choses. Donc, effectivement, je pense que c'est une prise de conscience. Hein. C'est une prise de conscience des jardiniers, c'est une prise de conscience des hommes politiques, c'est une prise de conscience également des hommes qui travaillent sur l'architecture, sur le bâti. Et les architectes ont beaucoup à faire. Alors souvent ça a été également une certaine dualité entre les paysagistes et les architectes, mais on sent beaucoup plus d'architectes qui sont sensibles au vert, ou qui sont sensibles au dialogue qu'on peut avoir au vert. Un des plus grands par exemple, qui est Tadao Ando, qui travaille beaucoup sur des bétons, mais qui a un dialogue vraiment quand il doit intervenir, s'il devait intervenir ici et avec ce très beau marronnier. Beaucoup d'architectes, je dirais, on le coupe. Lui, il va faire son bâtiment autour de ce marronnier. Ça, c'est une prise de conscience encore un petit peu nouvelle, de dire à un moment, il ne faut pas couper d'arbres, il ne faut pas intervenir sur les arbres, il faut les laisser, c'est notre patrimoine vivant. Et à chaque fois qu'on a, et on a souvent des arbres qui poussent, qui commencent à pousser un peu trop, etc. On se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut les tailler? Est-ce qu'on peut les entretenir ou pas? Il faut essayer de les laisser, parce que globalement ce sont des arbres qui sont là depuis 250, 300, 400 ans parfois. Ce sont des éléments de patrimoine et on va s'attacher aux vieilles pierres, peut-être pas aux arbres. Ok, et donc du coup avec cette prise de conscience, avec ce besoin de végétal qui est de plus en plus présent, avec ces politiques qui commencent à œuvrer ou à accentuer ou à initier même ces chantiers, j'ai un peu tendance à dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, j'allais dire, et demain. Ah, et demain, j'ai malheureusement pas j'ai pas mon bouquet de cristal ou mon bouquet qui va me permettre de vous dire ce qui va se passer de demain. Mais c'est très amusant parce que il y a eu un événement malheureux en France il n'y a pas très longtemps, c'est l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et vous avez dû voir à un moment des tas de projections où on imaginait presque même des serres pour remplacer cette toiture endommagée de la cathédrale. Donc les architectes, les paysagistes, les urbanistes sont en train aujourd'hui d'imaginer de ramener du végétal. Alors parfois il y a des vues un petit peu iconoclastes et qui ne sont pas forcément réalistes, mais ça veut dire que globalement il y a une prise de conscience, et ça c'est très intéressant. Les politiques aussi, globalement, je ne connais pas un maire d'une commune qui va dire globalement je vais raser tous les arbres de ma commune pour y mettre du béton. Ce serait plutôt le contraire. Alors les extrêmes, dire on va planter beaucoup plus d'arbres, on va retirer du béton pour mettre que des arbres, c'est intéressant avec les effets de réchauffement climatique, mais il ne faut pas non plus avoir cet effet de balance, cet effet balancier qui va aller d'une extrême à l'autre.
Mais je pense que les maires de communes, de villes, de capitales, les politiques, les habitants ont besoin du végétal. Ils savent très bien que le végétal est important. Parce qu'après le végétal, il y a aussi la biodiversité animale, les abeilles. Sans les abeilles, nous ne vivrons plus. Et donc, on a besoin aujourd'hui du végétal en ville. On a besoin de ces plantes. Et quels que soient les projets urbains, il y a eu quelques projets urbains à Paris où les Champs-Élysées étaient pratiquement transformés en une jungle urbaine. Je sais que le végétal va repartir, va revenir important. Il faut maintenant aussi que les habitants prennent soin de ce végétal parce que les élus, les architectes vont pouvoir offrir aux habitants du végétal, mais il faut aussi, et c'est ce que j'ai vu moi depuis que je suis arrivé à Istanbul, hein, ces habitants qui jardinent ici, alors que ce soit au Palais de France, que ce soit à l'ambassade de France à Ankara, que ce soit le petit jardinier qu'on va croiser dans la rue. Il n'y a pas de petit jardinier, il y a un moment des jardiniers, des hommes qui aiment la vie, qui aiment le végétal, qui aiment la nature et qui aiment la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas la place pour tout le végétal, ce n'est pas la place pour tout le minéral, c'est tout simplement aimer la vie, aimer vivre. Bah, j'allais dire une belle conclusion et c'est vrai que on parle souvent du voyage et en ce moment on est tous un peu privés de pouvoir se déplacer où on veut, quand on veut. Mais les plantes voyagent aussi. On a eu cet exemple des tulipes turques qui sont allées en Hollande, en France, en Europe. On a eu ces platanes turcs qui sont allés sur les Champs-Élysées à Paris. J'allais dire, il faut continuer à échanger, à dialoguer à travers les plantes. Et dernière petite question, Pascal. Dans les années à venir, si vous avez une visite ou un petit truc à nous donner, quels sont les prochains jardins, quels sont les prochains lieux où il faut aller trouver l'inspiration? Alors c'est une question piège là, Christian. Je serais tenté de dire, je vais faire une petite pirouette. Allez visiter Longwood Gardens à côté de Philadelphie. C'est l'un des plus beaux havres de paix que je connaisse. C'est un endroit absolument fantastique. Allez visiter Singapour parce que c'est une ville fantastique. Et puis surtout, venez vous perdre, et là je m'adresse aux personnes qui nous regardent, venez vous perdre dans les rues de Istanbul, mais pas dans les grandes artères. Promenez-vous, regardez les pots, regardez la vie. Observez, même si vous n'avez peut-être pas la chance de pouvoir rentrer dans des endroits comme le Palais de France, mais regardez ce qui se passe derrière. Il y a des endroits fantastiques. Et je pense que Istanbul est une ville qui pourrait marquer les esprits en termes de jardin. En tout cas, je l'espère. Ben, on va vous remercier, on va partager votre espoir de cette Istanbul plus verte avec effectivement des invitations très larges aux paysagistes du monde pour venir travailler ici. Et puis on va surtout vous retrouver dans quelques secondes pour un échange, non pas avec moi, mais avec toutes les personnes qui le souhaitent, puisqu'on va pouvoir vous poser des questions directement et on vous en remercie, Pascal. Merci Christian.